En manchette, aujourd'hui, du beau temps et de belles activités en fin de semaine dans la région. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 21 mai. On débute cependant par un petit rappel, c'est toujours utile avant de se faire prendre dans la circulation. Depuis le 19 mai et jusqu'au 13 juin, on parle de fermeture complète de l'autoroute 40 direction ouest du dimanche au jeudi de 20h à 7h le matin. Donc, c'est entre le kilomètre 130 à Lanoret, donc vis-à-vis le chemin Joliette, et le kilomètre 122 à La Velleterie, la route 131. Le chemin de détour, ça se fera via le chemin Joliette, le chemin de Joliette, voilà, et les routes 138 et 131. Également, en juin, du 16 au 20 juin, il y aura fermeture complète de l'autoroute 40, cette fois en direction est, du dimanche au jeudi, de 20h à 7h le lendemain. Entre les kilomètres 122 à La Velleterie, c'est la route 131, et 130 à Lanoret, c'est le chemin Joliette. Chemin de détour via les routes 131, 138 et le chemin de Joliette. Évidemment, ces travaux peuvent être, la date et le temps de ces travaux peuvent être modifiés pour différentes raisons, des contraintes opérationnelles ou encore des conditions météorologiques. Pour plus de sécurité, on compose le Québec 511 dans ces dates-là, si on veut prendre l'autoroute 40. On a parlé d'activités dans la région. On va vous en présenter deux qui ont retenu l'attention. Il y a une très belle fête de la famille. Ça s'est déroulé à Lanoret. Il y avait de nombreuses activités. C'est le 18 mai dernier. Donc, il y a eu rallye familial dans le village, animation sur le site, activités organisées par des entreprises et des organismes de Lanoret ou du coin, Transport Express Mont-d'Or, il était question d'enjeux et de sécurité routière, en collaboration avec le comité de la sécurité routière de Lanoret. La Maison des Cageux avait aussi des activités à proposer. Cible Famille Brandon a parlé de périnatalité. Le Club de l'âge d'or de Lanoret a présenté des jeux intergénérationnels. Le service de sécurité incendie de la MRC, la SQ et la mascotte des jardins étaient aussi présents pour animer l'événement. Il y a eu dîner hot dog, un DJ, des jeux gonflables, la barbe à papa, bref. On vous présente quelques images de cette fête de la famille organisée par la Maison de la famille à Lanoret.
à Saint-Cuthbert, les gens de l'endroit ont eu droit à 3 jours de festivités. Ça s'est déroulé vendredi 17 mai, samedi 18 et dimanche 19 mai. Il y en a eu un peu pour tous les goûts. Donc, il y a eu un bingo le vendredi. Il y a plein d'activités qui sont déroulées au cœur du village, soit aux abords de l'église et sur les terrains qui l'entourent. La cantine Le Bourgeois était sur place pour rassasier petits et grands. Il y a eu distribution de compost, échange de végétaux. De nombreux artisans et organismes locaux et régionaux étaient sur place. On a maquillé les enfants. Il y avait des jeux gonflables, mascottes, kermesses. Bref, il y en avait pour tous les goûts. Donc, il y a même eu en fin d'avant-midi le samedi une démonstration d'arts martiaux, de la danse en ligne en après-midi. Il y a eu une prestation de gens qui font du tambour. Le dimanche, il y a eu un spectacle de musique country, une messe country, la bénédiction de moto, l'hommage aux patriotes, un pique-nique familial. Bref, il y en a eu une fois de plus pour tous les goûts à Saint-Cuthbert pour le rendez-vous au cœur du village. Également, CTRB est allé faire un tour. On vous présente quelques images de cette activité. Nouvelle sportive maintenant, c'était le début de la saison dans la série NASCAR Canada et l'un des 2 pilotes de Payet Racing, l'équipe de course dont le siège social est à Berthierville, chez GM Payet, eh bien, Marc-Antoine Camiran a remporté une brillante victoire. C'était dimanche et pour cette première course de la série NASCAR Canada, ça s'est déroulé au Canadian Tire Motorsport Park en Ontario. Le coéquipier de Marc-Antoine, Andrew Ranger, avait lui aussi une excellente voiture tout le week-end, mais une malchance dans les pluies lui a fait perdre ses chances pour la victoire. Marc-Antoine Camiran a enregistré sa première victoire de la saison sur un circuit très rapide situé près de Bowmansville en Ontario. Plus tôt dans le week-end, il avait fait le 3e temps à la séance d'essai, puis a réussi à conserver cette vitesse pour les qualifications le samedi. Dimanche, la Camaro GM Payet Chevrolet Canada numéro 96 était sous-vireuse en début de course et Camiran a dû concéder un rang lors de la première relance. L'équipe Camiran Performance a opté pour une stratégie de 2 arrêts, soit un pour l'essence et les réglages à la suspension, et l'autre pour 2 pneus gauche neufs. Camiran a ainsi réussi à remonter le peloton rapidement pour atteindre la 2e position, en effectuant des manœuvres audacieuses pour doubler des adversaires qui n'avaient pas encore effectué leurs arrêts. Le meneur de la course a été forcé à l'abandon pour des troubles mécaniques, donnant ainsi la tête à Camiran. Je savais que je devais continuer à pousser quand la dernière neutralisation est survenue, forçant la course à aller en prolongation.
La prolongation demandée par NASCAR. J'étais un peu inquiet parce que mes adversaires derrière avaient pris 4 nœuds neufs. Finalement, j'ai été en mesure de conserver cette première place jusqu'au vert blanc damier, a indiqué Camiran qui vise son deuxième titre en NASCAR Canada en 2024. Son coéquipier chez Payet Course Racing, Andrew Ranger, a lui aussi démontré beaucoup de vitesse ce week-end et avait une voiture qui pouvait prétendre à la victoire. Deuxième lors de la séance d'essai, quatrième sur la ligne de départ, il a réussi à doubler Camiran lors de la première relance au 5e tour et roulait à un bon rythme avant que la fenêtre des arrêts au puits ne s'ouvre. Malheureusement, lorsqu'il est entré au puits pour la première fois pour le plein d'essence, un problème technique a fait en sorte que le réservoir ne s'est pas rempli complètement. Je n'avais pas assez de carburant pour terminer la course, donc nous avons dû faire un deuxième arrêt pour l'essence. Et comme nous ne pouvions pas changer les pneus et faire le plein en même temps, en raison d'un règlement de NASCAR Canada, nous avons effectué 3 arrêts et nous n'avons pu que changer 2 pneus, a expliqué, bien sûr, Andrew Ranger. Pour cette raison, le pilote de la Camaro GM Payet Chevrolet Canada 27, préparé par l'écurie Innovation Autosport, a effectué son second arrêt au puits pour le carburant sur le drapeau vert. Et évidemment, il est revenu derrière des voitures beaucoup plus lentes. Bref, un bon début de saison. Quand même, et bien surtout pour Marc-Antoine Camiran, mais quand même pour Andrew Ranger, les 2 pilotes sont dans le top 10 pour cette première course de la saison 2024 de NASCAR Canada. Payet Course Racing sera de retour en action le 1er juin, alors que la série NASCAR Canada sera sur le petit ovale incliné de l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, là où Ranger et Camiran ont remporté la victoire en 2022, puis en 2023. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 21 mai, la FADOC de l'Île-du-Port désire souhaiter un heureux anniversaire à Louise Poulette et à Robert Clermont. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 21 mai, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant de tourisme. Évidemment, la belle saison s'amorce. On a eu les premiers 30 degrés, donc il y aura du tourisme un peu partout et surtout, on est sûr, dans Lanaudière. Tourisme Lanaudière a procédé à un changement de garde il y a quelques jours à sa présidence. En effet, Tourisme Lanaudière a tenu son assemblée générale annuelle le 13 mai dernier afin de dresser le bilan de l'année 2023 et de procéder à l'élection des administrateurs de son conseil d'administration. L'Assemblée générale annuelle a permis le renouvellement de mandats de 4 administrateurs et l'élection de 2 nouveaux administrateurs.
Les administrateurs réélus sont Claude Christin du Festival de la Naudière, Catherine Rousseau de l'Hôtel Château Joliette, Patricia Lebel de la ville de Mascouche et Francis Baumister de l'Auberge du Lac-Taureau. 2 nouveaux administrateurs font leur entrée au CA de Tourisme-Lanaudière, Claude-Éric Provost de la Société de développement et de culture de Terrebonne, la SODEC, et Johanna Barnowski de Ski Montcalm. Cette assemblée fut aussi la dernière d'Agathe Soriol à titre de présidente du conseil d'administration. En effet, Mme Soriol a choisi de tirer sa révérence après 13 années à titre d'administratif et 9 à titre de présidente du conseil. Le conseil d'administration a tenu à lui témoigner ses remerciements pour sa grande implication au fil des ans dans la région, mais aussi à l'échelle nationale. En guise de souvenir de cette belle aventure, une œuvre de l'artiste Anne-Marie Charret, intitulée « La Dame du marché », lui a été remise. À la suite de l'Assemblée, le conseil d'administration a procédé à la nomination de ses officiers. Ainsi, Linda Corbeil de Chalet-Lanaudière devient la présidente, est élue présidente de Tourisme-Lanaudière. Elle succède donc à Mme Soriol. Catherine Rousseau de l'Hôtel Château Joliette est élue au poste de vice-présidente. Éric Mercier est nouvellement élu au poste de trésorier. Une croissance, donc, qui se poursuit dans la Naudière. En effet, la région connaît une expansion touristique qui s'est maintenue en 2023. En hébergement, les revenus moyens liés aux enquêtes de l'Institut de la statistique du Québec sont estimés à 78,6 millions de dollars, une croissance de 46,6 % par rapport à 2019 et de 9,7 % si on se compare à 2022. Les taux d'occupation, moyens annuels, s'établissent quant à eux à 48,8 %, c'était 44,4 % en 2019, année de référence avant pandémie. Les attraits et les activités maintenant. Les attraits et activités ont connu des hausses importantes durant l'hiver et un été relativement stable, avec une performance plus marquée en juin et en septembre. Le plan de développement touristique de la région de la Naudière, eh bien, à ce sujet, ce fut une année riche en évolution pour l'organisme qui, en 2023, a multiplié ses partenariats, démarré de nouveaux chantiers et poursuivi la consolidation d'une équipe professionnelle dédiée à l'industrie touristique. Dès l'adoption du plan de développement touristique de la Naudière Horizon 2030, sous le thème « Osons le tourisme de demain », donc ça s'est fait à l'automne 2022, des plans d'action et des budgets pour 2023 ont été préparés afin de mettre en œuvre plusieurs actions visant l'atteinte des objectifs propres à ce plan ambitieux. En plus d'assurer la reconduction des nombreuses actions annuelles en accueil, en promotion et en support aux entreprises, plusieurs nouveaux chantiers ont aussi été entrepris. Tourisme-Lanaudière sera aussi très active dans les prochaines années, mettant en œuvre plusieurs initiatives pour réaliser les objectifs de son plan stratégique. On rappelle que Tourisme-Lanaudière a pour mission de faire rayonner la destination touristique lanaudoise et faire croître son attractivité en rassemblant les acteurs de l'industrie touristique et ses partenaires afin de développer durablement le tourisme comme levier de progrès économique, culturel, social, dans le respect de l'environnement naturel et des écosystèmes. Donc, une assemblée importante, l'Assemblée générale annuelle de Tourisme-Lanaudière, qui accueille une nouvelle présidente. On parle maintenant du mois de juin qui s'en vient évidemment à grands pas. Le temps passe tellement vite. Eh bien, c'est le mois des optométristes sans frontières. Donc, juin, c'est le mois des lunettes. On vous invite à pocheter vos vieilles lunettes. Elles peuvent redonner vision et vie à des milliers de gens dans différents pays. C'est possible de laisser vos vieilles lunettes, au lieu de les jeter, à la boîte à Start-up à Berthierville, au 471
Gilles Villeneuve. On regarde une courte vidéo à ce sujet. Ici Jess Archambault, j'ai retrouvé une vieille paire de lunettes que j'ai décidé d'apporter à l'organisme Optométristes sans frontières qui les distribue dans des pays défavorisés. Bonjour André, je vous ai amené mes lunettes pour, on espère, les envoyer en mission. Vos lunettes, là, vous en prenez soin parce qu'elles sont réellement claires, sont pas brisées, il y a absolument... On n'a aucune raison de refuser ce genre de lunettes-là. Je suis André Gagnon, je suis un bénévole pour Optométristes sans frontières. Je m'appelle Sophie Daris et je suis chargée de projet pour le programme Optométristes sans frontières. C'est un projet qui vient en aide aux gens qui sont dans les pays du Sud, qui n'ont pas nécessairement les moyens de se procurer des lunettes ajustées à leur vue. On a des missions en Afrique, que ce soit en Tanzanie ou au Mali. En Amérique latine, on a Honduras, on a l'Équateur, on a aussi Haïti, plus du côté des Caraïbes, puis on a aussi les Philippines en Asie. Les lunettes viennent d'un peu partout. Ça peut soit être des particuliers qui nous donnent les lunettes directement ou des organisations. Il y a des cliniques aussi qui ramassent les lunettes et puis qui nous les envoient à nos bureaux. Bien, les bénévoles, c'est vraiment le début de la chaîne. Quand on reçoit les lunettes, toutes les lunettes vont passer à travers leurs mains. C'est eux qui vont faire en sorte que la mission soit efficace. Parce que les lunettes sont déjà classées, sont déjà analysées, tout sont propres. Nicole, vous êtes la deuxième étape pour ma lunette. Oui. Mon nom est Nicole Gontier et je suis bénévole pour Optométristes sans frontières. On fait tremper les lunettes, on les lave comme il faut avec une brosse à dents. L'émission, c'est sûr que ça ressemble à rien à un examen que les gens peuvent connaître ici. C'est pas dans une clinique. On le fait soit dans un hôpital, des fois c'est dans une école. Après ça, c'est l'examen proprement dit, avec des appareils portatifs. Il n'y a pas de gros équipements là, comme on a au Québec. Puis la personne, après ça, reçoit un étui et une lingette, en plus de sa lunette. Puis repart, là, c'est pas plus compliqué que ça, les missions. Roger, mes lunettes sont propres, mais je me rappelle plus ma prescription. Oui. Il y a moyen de trouver c'est quoi la prescription? Certainement. Nous avons les appareils pour le faire. Je suis Léon Roger Deschenaux, je fais partie du Club Guillaume-Boucherville. Je présente la lentille sur... Ici, vous voyez qu'il y a un appareil. Je pèse ici un petit bouton et je fais ce qu'on appelle un print qui va me sortir tout ce que tu viens de me demander pour cette lunette-là. L'œil droit, l'œil gauche, moins 75. Des fois, c'est des gens qui n'ont jamais vu, qui ont jamais bien vu, ou qui ont perdu la vue par vieillesse ou maladie ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que eux, ça leur redonne une grande partie d'indépendance, que ce soit des fois des étudiants même qui sont pas capables de poursuivre leur étude. Des personnes âgées qui ont plus besoin de demander de l'aide pour sortir de leur maison, quelqu'un qui va pouvoir manipuler des outils, puis de voir, c'est ça, leur sourire, leur étonnement. Des fois, ils se rendent même pas compte qu'ils ont des problèmes visuels. Ça leur permet vraiment d'acquérir une plus grande indépendance. Je pense que c'est ça la clé. Mes lunettes se trouvent maintenant parmi des milliers qui partiront en mission en Équateur. Pour plus d'informations, terresansfrontières.ca. À l'hôpital Notre-Dame de Montréal, le 17 mai, à 97 ans, est décédée Mme Marguerite Wadleitch, épouse de feu Yvan Hamelin, demeurant à Montréal, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Hamelin, Benoît Gignac, Denise Hamelin, Sonny Wolfe, Marie Hamelin, Pierre Beauchemin, Claude Hamelin, Michel Bété, Catherine Hamelin, Stéphane Jourdouin, ses petits-enfants Gabriel, Camille, Marie, Ariel et Émile, ses arrière-petits-enfants Madeleine et Yvan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille de Mme Wadleitch ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. À l'Institut de cardiologie de Montréal, le 19 avril, à 63 ans,
Est décédé M. Daniel Toupin, fils de Émilien Toupin de Lucie Dumontier, demeurant à la Valtrie, natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, ses frères, son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Réal Toupin, Diane Toupin, Céline Toupin, Marc Dosti, ses neveux et ses nièces, Audrey et Hélène Toupin, Stéphanie Higgins, Marie-Noël et Natalia Higgins, Guillaume, Joanie et Maxime Dosti, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 mai, 9h30, à l'église de Saint-Cuthbert. Les funérailles suivront à 11h en ce même lieu. M. Toupin sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 2 mai, à 66 ans, est décédé M. Pierre Jalette, époux de Diane Laporte, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Marie-Pierre Jalette, Mathieu Provencher, Alexandra Jalette, Benoît Michaud, Joannie Jalette, son petit-fils Théo Provencher, sa belle-mère, Mme Rita Laporte, feu Marcel Laporte, son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Michel Jalette, feu Jean-Claude Garceau, les Jalette, Camille de Blois, Jean Jalette, Lynne Laganière, Louise Jalette, Daniel Lafrenière, Sylvie Laporte, Denis Boulet, Manon Laporte, Christian Baudouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons pour la fondation du CHDL de Saint-Charles-Borromée seront acceptés au salon. La famille vous accueillera samedi 25 mai, dès 10h, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h. Au CH du Château de Berthier, le 20 mars, à 84 ans, est décédé M. Raymond Faust, époux de Jacqueline Caillé, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis et André Faust, Laura Faust, Éric Faust, ses petits-enfants, Brandon, Juliane, Gabriel Faust, ses belles-sœurs, son beau-frère, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er juin, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. M. Faust sera inhumé au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera nuageux avec orage dispersé, une température de 23, un temps ressenti de 28, environ 1 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera nuageux avec orage dispersé, une température de 17, un temps ressenti de 17, environ 1 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 19, un temps ressenti de 20. Mercredi après-midi, ce sera de la possibilité d'orage, une température de 29, un temps ressenti de 36, environ 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera des risques d'orage, une température de 26, un temps ressenti de 33, environ 1 à 3 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.